directement corrélée à la bonne santé des entreprises, on l'a compris, mais pas uniquement aussi. Alors si les indicateurs semblent repasser au vert, comme on le dit depuis tout à l'heure, il est quand même toujours bon de rappeler que notre pays n'avance pas tout seul, isolé de toute interaction extérieure. Le contexte de la mondialisation est plus que jamais présent. Alors quelle place pour la France dans le monde? Comment va-t-elle s'organiser face aux grands bouleversements politiques qu'on voit poindre, politiques et économiques d'ailleurs? Et le bassin grenoblois et l'Isère dans tout ça, comment peut-elle se positionner? Est-ce qu'ils ont une carte à jouer? Sur toutes ces questions, je vous propose l'analyse de notre grand témoin, analyse qui sera passionnante. Merci d'accueillir Denis Ferrand. Merci beaucoup Denis d'être avec nous ce soir. Vous connaissez bien l'Isère, vous connaissez bien Grenoble. Je crois que c'est là que vous avez passé votre doctorat. Vous avez été enseignant à l'université, hein, je ne me trompe pas? C'est bien ça. Vous êtes président de la Société d'économie politique, directeur de COE Rexecode, je le disais. Avant de vous laisser la parole, petite précision, je rappelle que vous pouvez poser vos questions par SMS à Denis Ferrand, 06 52 73 10 38, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à réagir et à poster sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn et le hashtag #RencontreCA. Voilà, la France et ses concurrents sur la planète. Denis Ferrand, je vous laisse la parole pour 50 minutes. À tout à l'heure. Vaste programme. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis désolé de n'être qu'un ersatz. Voilà, en tout cas, je suis désolé pour Philippe de Sertine, mais nous avons un point commun, nous faisons tous les deux 1m90. Et c'est la deuxième fois que je le remplace au pied levé en 2 mois. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cela se passera bien, mais en tout cas, je vous présente encore toutes les excuses de la part de Philippe de n'avoir pu être ici. Mais en tout cas, j'ai vraiment le très grand plaisir de revenir sur effectivement une terre que je connais bien. Je suis effectivement docteur de la fac de Grenoble et j'ai rejoint donc une société qui fait pour les entreprises 2 types d'activités, qui fait une activité, enfin CO Rexecode, c'est une activité de description, d'analyse, de veille et de prévision de l'environnement économique. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un monde qui est particulièrement favorable en ce moment et est-ce que cela va le rester? C'est un peu la thématique. Et puis, surtout, et là je touche du doigt complètement les questions que vous avez évoquées, vous avez parlé d'international, vous avez parlé de difficultés de recrutement également, qui sont des freins. Enfin, l'international n'est pas un frein, mais il peut le devenir quand on n'a pas la capacité à se projeter. Et c'est là que le bas blesse du point de vue de l'économie française. L'autre point qui blesse, c'est les difficultés de recrutement. Comment peut-on les affronter? Quels sont les leviers que l'on peut actionner? Et c'est là qu'intervient la seconde mission de CO Rexecode, qui est une mission de participation au débat de politique et économique. Et donc on est dans le débat public et nous avons eu quelquefois nous confronter avec l'équipe d'En Marche, notamment au moment de la campagne présidentielle sur différents sujets. Mais ici, on sera peut-être plus, en tout cas en point d'entrée, sur la première partie, on va dire la première mission de l'activité de CO Rexecode sur l'environnement économique. Donc vous voyez, le titre est assez explicite. On est dans ce que l'on pourrait appeler la douce euphorie émolliente. Tout va très bien. Donc je vous rappelle qu'il y a un président de la République à qui ce style de mot n'a pas été très profitable quand il parlait de la reprise qui est là, qu'il la sentait, que en fait, elle ne se manifestait pas. Et bien, pour autant, il faut reconnaître que désormais, oui, le redémarrage est là. Pour autant, il est important de faire non pas du en même temps, mais faire du mais. Le mais, c'est que pour l'instant, cette croissance, elle s'échafaude sur pas mal de déséquilibres, et ce, à l'échelle mondiale. Et elle a aussi un énorme défaut, le SOF, et là, ça s'applique à la France. Le SOF, c'est qu'on ne pourra avoir de croissance durablement rétablie qu'à condition que l'on retrouve véritablement les conditions de notre compétitivité, de notre économie. Et c'est là qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer, au-delà des problèmes qui sont très immédiats, des problèmes de difficulté de recrutement, dont on voit bien qu'on a pour l'instant des réponses qui sont des réponses de moyen long terme. Les réponses par la formation aux difficultés de recrutement apportent des solutions à 2-3 ans à un problème qui est immédiat. Donc pour l'instant, on arrive à peu près à faire face, bon an, mal an, aux difficultés de recrutement, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc on a un véritable sauf qui concerne la France, c'est que tout va bien, sauf la compétitivité. Et ça, c'est un point qui est fondamental qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, on est porté par un environnement mondial qui est extrêmement favorable, mais on est beaucoup moins porté que ne le sont nos partenaires européens, et donc on reste en retrait du point de vue de la croissance. On peut se réjouir de faire du 1,9%,
on aurait dû faire beaucoup plus si nous n'avions pas ce problème récurrent de compétitivité, qui est un problème auquel on est confronté depuis maintenant environ 20 ans. Donc je vais passer en revue vraiment très rapidement l'environnement économique mondial. Vous le connaissez, mais peut-être juste quelques spots. Et puis ensuite, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour 2018 ? Et je vous propose que l'on s'arrête quand même sur les changements d'environnement qui s'effectuent actuellement. On peut regarder nos problématiques très immédiates, nos problématiques que l'on vient d'évoquer, que vous avez très bien résumées, que vous voyez viscéralement dans vos activités, qui sont ces problèmes donc, de difficultés de recrutement, de problèmes de compétitivité. Mais il y a un environnement mondial qui est en train de changer radicalement, avec des jeux d'acteurs qui se repositionnent et sur lesquels il me semble très utile de s'arrêter parce que cela aura des impacts directs sur vos entreprises et sur la capitalisation. Et puis, bien, l'économie française dans ce paysage, c'est une économie qui a les yeux de Chimène actuellement. Pour vous raconter une anecdote, pas plus tard que la semaine dernière, je suis intervenu auprès d'un comité exécutif d'un grand assureur britannique. Et en fait, ce que l'on m'avait demandé, c'était de faire la présentation de l'économie française. Ok, bon, dans quel sens ? En général, on me disait toujours, bon, essaye de faire en sorte de faire apparaître l'économie française sous un regard positif. Et là, on m'a dit, ouais, tu donnes un regard positif, mais calme-les. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un environnement qui a complètement basculé. Même les anglo-saxons, même les britanniques, ont les yeux de Chimène pour l'économie française. Bon, ils ont évidemment leurs propres problèmes que vous connaissez, ils ont leurs problèmes de Brexit, mais ils en sont au point où ils seraient prêts à mettre énormément de fonds sur l'économie française. Et il faut dire, non, attendez, on a quand même quelques difficultés qui sont à surmonter. Et si on a une activation trop forte de l'activité, eh bien, on ne sera pas capable de les surmonter. Donc, on voit bien qu'on a une économie française, un aperçu d'économie française qui a radicalement changé à l'échelle mondiale. Alors, c'est vrai que les autres pays nous donnent quand même un sacré coup de main. Quand vous avez un président aussi particulier que celui que connaissent les États-Unis, quand vous avez l'Allemagne qui pendant 4 mois n'a pas de gouvernement, quand vous avez l'Espagne qui est en train de se déchirer, vous avez l'Angleterre dont on connaît les affres dans lesquelles elle est plongée, c'est certain que d'avoir un président sur lequel on a l'impression qu'il s'est assez cortiqué du point de vue économique et qu'il y a un environnement qui est beaucoup plus favorable aux entreprises désormais que cela n'a été le cas pendant plusieurs années. Donc évidemment, cela fait un effet d'image qui est tout à fait favorable. Donc il y a actuellement beaucoup de déclarations d'amour vis-à-vis de la France qui est apportée par des investisseurs étrangers. Maintenant, attendons de voir les preuves d'amour, et les véritables preuves d'amour, ce seront véritablement les investissements qui se feront sur notre territoire. Pour l'instant, on ne les a pas. Ils vont venir petit à petit, mais sommes-nous capables de les accueillir véritablement parce que nous serons en capacité de mettre en face une économie dynamique? C'est là tout l'enjeu qu'aura à affronter l'économie française pendant les quelques années qui viennent. Et donc on regardera un petit peu comment elle change. Donc tout à l'heure, voilà, je vais faire rapidement le portrait un peu de l'économie mondiale, où est-ce que l'on se situe actuellement. Donc je parlais d'une douce euphorie émolliente. On est exactement dans cette atmosphère où il y a de la croissance dans le monde, il y a une croissance surtout qui est très partagée. Et il n'y a pas une économie, parmi les 60 principales économies dans le monde, qui manque sur la photographie de la croissance mondiale, à part le Venezuela. Après, on pourra discuter de savoir si le Venezuela est une économie ou pas, mais en tout cas, parmi les 60 principales, toutes les économies sont au rendez-vous. Et en plus, donc là c'est un indicateur donc, de volume d'activité, c'est le PIB, les créations de richesses à l'échelle mondiale, 4% actuellement en instantané de croissance mondiale à la fin de l'année 2017. C'est plus que la moyenne c'est le trait qui est à 3,3, c'est plus que la moyenne de très longue période. Donc on est sur une dynamique qui est forte, qui ne semble pas devoir fléchir. Là c'est un indicateur d'appréciation du climat des affaires, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Un indicateur de climat des affaires construit à l'échelle mondiale, que l'on soit dans le secteur manufacturier, que l'on soit dans les activités de service, il y a une appréciation positive de l'économie. Quand on est au-dessus de la ligne de 50, on est sur des anticipations de progression de l'activité. Donc vous voyez qu'on est dans une zone qui est très favorable. Et en plus, la corde de rappel, donc on est quand même en terrain montagnard, je vais éviter les métaphores marines, donc la corde de rappel, pour l'instant, elle ne joue pas. La corde de rappel, c'est souvent que quand on a une croissance mondiale qui est forte, qui est partagée, eh bien vous avez une accélération des prix qui se manifeste et qui va générer des augmentations de taux d'intérêt, va mettre un peu plus en fragilité la situation de solvabilité des entreprises. Eh bien,
Cette corde de rappel, pour l'instant, elle ne s'exerce pas. Il y a une croissance mondiale forte qui n'est pas inflationniste jusqu'à présent. Quand on fait à l'échelle mondiale 3%, 4% pardon, sur un an d'inflation, 2% maximum dans les pays développés, et encore y a-t-il un fort contenu en énergie dans ces augmentations de prix et non pas une inflation fondamentale, eh bien on peut dire qu'il n'y a pas radicalement d'inflation, il n'y a pas de risque de dérapage, et donc la corde de rappel ne s'exerce pas. Mais c'est là le risque principal sur lequel je m'arrêterai un peu sur 2018, et je vous expliquerai pourquoi c'est vraiment le point à surveiller sur 2018, et j'étais très sensible aux éléments que vous avez évoqués, notamment sur les évolutions de prix dans le bâtiment. C'est le marqueur qu'il va falloir surveiller. Est-ce que l'on va avoir des accélérations de prix qui vont se faire en 2018 ? Parce que derrière, il se manifestera une augmentation des taux d'intérêt, d'autant plus dommageable, et notamment des taux directeurs, d'autant plus dommageable qu'elle n'aura pas été anticipée. Et, je vais y revenir. Donc, pour continuer dans l'aperçu très positif à l'échelle mondiale, de la croissance qui va se prolonger, pas d'inflation, et la situation des entreprises est bonne. Ici, c'est un indicateur qui essaye d'apprécier les taux de défaut des obligations d'entreprise à l'échelle mondiale. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des indicateurs qui sont très globaux jusqu'à présent. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. La situation des entreprises, pour l'instant, est bonne. Il y a toujours des progressions de profit, des progressions de résultats. Quand on décompose un petit peu, quand on regarde rapidement, et là je vais faire un peu du en même temps, comme c'est à la mode, faut bien le faire un peu, je vais regarder le positif et puis les éléments qui sont un petit peu plus négatifs. Juste un mot, il y a quelque chose qu'on vous apprend quand vous faites de l'économie, c'est qu'un économiste, il devrait être manchot, ou en tout cas il faudra arriver à lui couper un bras, parce que les économistes sont toujours on the one hand, on the other hand. Donc, à un moment, les économistes, on leur demande de se prononcer. Donc là, pour l'instant, je vais faire l'exercice un peu manchot. Je vous promets, j'essaierai de m'engager un petit peu après pour vous dire soit à quoi l'on croit. Mais pour l'instant, regardons d'abord l'aspect positif, les appréciations de climat des affaires dans quelques pays que ce soit, dans les émergents, enfin, dans les grands émergents, donc la Chine, la Corée, l'Inde, le Brésil, la Russie. Les appréciations sont plutôt bonnes, y compris dans les deux économies qui avaient été les plus fragilisées, le Brésil et la Russie. Ce sont deux économies qui avaient plongé dans les affres d'une récession extrêmement profonde. Elles sont en train de rebondir, pas à des rythmes échevelés, mais en tout cas, la situation économique est en train de s'arranger. Pour autant, et c'est là que j'en viens sur la deuxième versant un peu plus négatif et sur les déséquilibres sur lesquels s'échafaude cette croissance dans les économies émergentes, pour autant, bien, cette croissance, pour l'instant, elle s'est faite, en tout cas, par un recours très rapide, très fort à de l'endettement interne. En gros, si on refait l'histoire des 10 dernières années, je ne vais pas prendre un temps monstrueux là-dessus, mais l'histoire des 10 dernières années, c'est jusqu'à 2007-2008, où on avait une énorme progression de l'endettement, notamment des ménages, notamment dans les économies les plus développées, États-Unis, zone euro. À partir de 2007-2008, effondrement du cycle financier, les économies émergentes ont eu à chercher en leur sein le ressort de leur propre croissance, mais qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont utilisé des mêmes recettes que celles qui avaient été adoptées dans les économies développées. Elles ont recouru à une accélération de l'endettement, tout particulièrement en Chine. En Chine, vous voyez le niveau de l'endettement rapporté au PIB, donc c'était 140 points de PIB en 2008, on est passé à 260. Donc il y a eu donc 120 points de PIB en même pas 10 ans. Donc, vous voyez, 10 points de PIB chaque année en plus de niveau d'endettement pour l'ensemble de l'économie. Ça vous fait une fragilité quand même assez forte du système financier. C'est un des points de faiblesse de l'économie mondiale. Deuxième économie, sur laquelle pour l'instant ça va bien, c'est l'économie américaine, avec de la demande interne qui est extrêmement soutenue. D'ailleurs, on a même une accélération sur la toute fin de période. Quand on regarde ici la demande à la fois des entreprises et des ménages, donc la stimulation principale de la croissance, cette progression est quand même extrêmement forte. On est sur un rythme instantané de 3% sur un an, ce qui est le rythme moyen de longue période de croissance de l'économie américaine. Mais cette croissance, elle s'est faite au prix d'une réduction drastique de l'effort d'épargne des ménages. Vous voyez qu'on est retombé ici sur un niveau de 3% et même 2,9%.
qui était rapproché de ceux que l'on connaissait au dernier point haut du cycle économique. Donc vous voyez qu'il y a eu une demande soutenue, mais en réduisant fortement, en tapant dans la réserve dont pouvaient disposer les économies, dont pouvait disposer l'économie américaine, et en particulier les ménages américains. Rapprochons-nous de notre nombril et venons maintenant sur la zone euro. Pareil, situation extrêmement favorable ici. Ce sont les indicateurs de climat des affaires donc, qui sont normés à zéro, c'est-à-dire qu'à zéro, c'est le niveau moyen que l'on a sur très longue période pour cet indicateur. Eh bien, vous voyez que quel que soit le secteur, que l'on soit dans l'industrie manufacturière, donc en bleu, que l'on soit dans la construction en gris, que l'on soit dans le commerce de détail, que l'on soit dans les services, même si c'est plus ténu, partout, l'appréciation du climat des affaires est supérieure à ce que l'on perçoit habituellement. Donc derrière, c'est une anticipation d'une activité qui va rester florissante, qui est très positive. Alors, il y a un tout petit point, le point est sorti et je l'ai mis à jour ce matin. C'est une enquête faite par la Commission européenne. Il y a un tout petit point, là, en janvier, c'est la première fois que l'on voit depuis mai 2017 un petit fléchissement. Mais on est probablement à un pic de croissance. De notre point de vue, il n'y a pas d'accélération de croissance à attendre en zone euro. On est sur un pic de croissance. Ça ne veut pas dire un fléchissement, mais on est installé sur un plateau. On ne voit pas de nouvelles marches d'escalier vers le haut. Donc là, c'est la lecture positive. Vous avez compris maintenant l'exercice. La lecture un peu plus mitigée. Et ce que l'on voit dans le cas de la France, que vous avez très bien évoqué, on le retrouve puissance 5 à peu près dans le cas de l'Allemagne. C'est-à-dire que la zone euro a devant elle une activité qui est soutenue, dont elle pressent qu'elle ne va pas se retourner. Pour autant, a-t-elle la capacité à tenir la cadence de la croissance? La question qui se pose pour la France, elle vaut aussi pour la zone euro, mais plus spécifiquement pour l'Allemagne. Vous avez regardé la montée en flèche de la proportion d'entreprises allemandes qui se déclarent dans l'incapacité d'accroître leur production du fait d'une insuffisance de personnel. Quand on a une insuffisance de personnel, il y a toujours des moyens de court terme pour y faire face. On va augmenter un peu les cadences, on va faire un peu d'effort de productivité. Ça ne dure pas très longtemps, mais il y a au moins quelques leviers que l'on peut actionner. Mais aujourd'hui, les Allemands ont utilisé ces leviers. Ils ont fait appel à une main-d'œuvre extérieure, pas celle qui est venue de Syrie, non celle qui est venue des pays d'Europe de l'Est. Et pour autant, eh bien, ils sont dans une situation d'insuffisance de personnel. Et c'est le cas de 26% des entreprises industrielles. C'est le cas de 30% des entreprises de services. Ce sont des niveaux totalement inédits que l'on n'a jamais vus par le passé. Donc on est vraiment dans un moment assez particulier où la croissance est au rendez-vous. On a l'impression qu'on est... Voilà, c'est pour ça que j'ai usé du mot comme une douce euphorie émolliente. La croissance est là, elle est installée et on passe un peu sous le boisseau les difficultés, les déséquilibres sur lesquels elle s'échafaude. Alors, est-ce qu'elle va durer et comment peut-on... Où situons-nous dans le déroulement du cycle économique? Donc, quel pari peut-on faire sur l'activité à l'échelle mondiale? Mais en gros, on est là. C'est le niveau... alors, on est rentré dans le dernier quart d'heure. Évidemment, quand je dis ça, on peut se dire, bon, on va commencer à sortir le casque lourd. Non, parce que le dernier quart d'heure, je ne sais pas combien de temps il dure. C'est là toujours la pirouette dont usent les économistes, c'est-à-dire qu'on vous promet... Et encore, je vous préviens, si ça avait été Philippe de Sertine, vous seriez tous sortis avec une mine déconfite. Parce que qu'est-ce qu'il est noir, Bon. Donc moi, je vais rester plus positif, rassurez-vous, et d'autant plus que je le crois. Mais en tout cas, on est là. Mais le dernier quart d'heure, il peut encore durer pendant quelques temps. Mais ce dont je suis à peu près convaincu, c'est que plus on repoussera l'échéance, plus on restera sur une cadence de croissance assez soutenue, plus l'inflation montera et plus le choc sera abrupt. Donc on est un peu dans une période d'alternative. C'est soit on a un peu de ralentissement de croissance et à ce moment-là, les tensions que l'on voit sur les recrutements vont commencer à se desserrer un petit peu et on aura simplement un ralentissement, mais comme on en a régulièrement, sans que cela nous voue aux gémonies. Soit on continue sur le rythme de croissance, voire on accélère. Et à ce moment-là, eh bien, les tensions qui sont en train de se manifester un peu partout dans le monde vont commencer à se cristalliser et on aura un retournement qui pourra être beaucoup plus abrupt, d'autant plus qu'il n'est pas forcément anticipé. Donc,
Vous voyez ici le déroulement du cycle économique. Ben ici, c'est 2007-2008, hein, tous les problèmes de solvabilité massifs qui ont été rencontrés dans les subprimes, qui ont été très bien expliqués dans un film dont je recherche The Big Short. Si franchement, si vous voulez comprendre de manière très simple ce qui s'est passé en 2007, vous regardez The Big Short, c'est impressionnant. C'est la meilleure description qui a été faite de cette crise économique. Et en plus, c'est beaucoup plus amusant que d'écouter un économiste pérorer sur un plateau. Donc, regardez ça, je vous assure, ce sera très bien. Donc, voilà, là, c'est 2007, chute de l'investissement et de l'emploi. Donc, la hausse du chômage corrélative. Et puis, petit à petit, avec la hausse du chômage, les salaires ralentissent. Vous avez une réduction des coûts qui se manifeste, un redressement des gains de productivité et le désendettement progressif des agents qui s'effectue. Donc, ce faisant bien, on regagne des conditions de redressement. On a eu la reprise de l'investissement et du crédit, là, c'est 2013-2014 dans le cas de la zone euro. C'était plutôt 2010-2011 dans le cas des États-Unis, parce que la zone euro a eu une crise qui est spécifique, qui est une crise de la divergence à l'intérieur de la zone euro. C'est-à-dire que les États-Unis ont redémarré beaucoup plus tôt. Les États-Unis redémarrent en 2010 à peu près. La zone euro redémarre véritablement en 2013-2014 parce qu'elle avait eu à gérer une crise spécifique, donc, qui était associée au fait que bien, vous avez un éventail qui s'est ouvert entre les différentes économies qui constituent l'Europe, et j'y reviendrai. On est dans le moment où la baisse du chômage est forte. Elle est effectivement beaucoup plus rapide dans l'ensemble des économies de la zone euro que celle que l'on constate en France. Mais tout à l'heure, vous disiez il y a de la croissance, mais il n'y a pas d'emploi. Si, il y a de l'emploi. On n'en a même jamais autant créé au regard du rythme de croissance que l'on connaît. La question, c'est qu'on devrait pouvoir en créer beaucoup plus s'il n'y avait pas ces difficultés de recrutement. En gros, on fait 1,9 de PIB, on fait 1,5 d'emplois salariés marchands. C'est énorme. En général, vous avez, quand vous faites, mettons 2 de croissance, vous faites en général 1 d'emploi. Et donc, vous avez 1 de gain de productivité. Là, on a beaucoup d'emplois au regard du rythme de croissance que l'on a. Peut-être que la croissance est sous-estimée. Probablement, elle va être un petit peu relevée. À mon avis, on ne sera pas à 1,9 au final, mais on sera plutôt à 2,2. Mais bon, l'écart va rester relativement infime. On devra avoir un peu plus d'emplois, mais on ne rencontre pas autant que cela puisqu'on a du mal à recruter. Donc, on est en train de passer dans le moment où, avec la baisse du chômage, on devrait avoir un peu d'accélération salariale qui se manifeste et petit à petit, une inflation et le resserrement de la politique monétaire. Le resserrement de la politique monétaire, on est rentré déjà dans ce moment-là aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de relever graduellement leur taux d'intérêt. La Banque centrale américaine est en train de réduire son bilan, puisque face à la chute comme une pierre que les économies ont subie, ce sont les politiques monétaires qui ont été fortement actionnées par 2 moyens. Le moyen traditionnel qui est la chute des taux directeurs et donc la répercussion sur l'ensemble de la gamme des taux d'intérêt. Deuxième levier, qui a été un levier d'ouverture des liquidités qui ont été déversées dans l'ensemble de l'économie. Donc une augmentation de ce que l'on appelle le bilan de la Banque centrale et donc de l'intervention de la Banque centrale dans l'ensemble de l'économie pour pouvoir donner des liquidités, parce que là on était vraiment dans quasiment du don, donner des liquidités pour en faire en sorte que le système continue de fonctionner. On est en train de passer dans un mécanisme inverse où les politiques monétaires petit à petit se durcissent, on réduit le bilan, on augmente les taux. Pour compenser donc, cet effet qui est un effet de ralentissement de l'économie, on a un basculement qui s'effectue avec une politique budgétaire qui redevient un peu plus expansionniste aux États-Unis, notamment avec la réforme fiscale qui est promise par Mr. Trump. Donc, dans le scénario, pour l'instant, quand vous écoutez les économistes, enfin, pas les bons, hein, bien entendu, quand vous écoutez les économistes, bon, ils ne voient pas forcément le dernier quart d'heure. Et la tendance des économistes, qui est une catégorie de personnes qui n'a pas une imagination débordante, c'est en gros de prolonger les tendances récentes. Ben, c'est exactement ce que vous allez voir quand vous regardez les prévisions du FMI, de l'OCDE. C'est qu'en gros, tout le monde continue de jouer la croissance qui se maintient et d'une croissance sans inflation. L'inflation reste modeste, la croissance ne fléchit pas, ou en tout cas à peine, et encore, elle accélère même en 2018 dans la plupart des pays par rapport à 2017 dans les prévisions du FMI, dans les prévisions de l'OCDE. Le prix du pétrole ne se redresse pas non plus.
quand bien même vous avez des pays qui font du contingentement de leur production, les pays de l'OPEP et de la Russie, mais le pétrole ne se redresse pas. Donc tout va bien. Et puis les politiques monétaires, eh bien, elles se durcissent petit à petit, mais sans heurts. Et donc tout va bien. Et puis en Chine, en plus, il n'y a pas de ralentissement, ça reste très ordonné. Donc c'est le monde parfait qui se prolonge. Le monde parfait qui aboutit à des hypothèses comme celle-ci, parce que au total, il y a ça, ce sont nos prévisions. C'est des prévisions qui ont toujours du mal à s'éloigner du consensus. Donc voilà, si on est dans ce scénario-là, c'est le scénario parfait. Hein. Il n'y a pas véritablement d'accélération du pétrole. Il y a même une baisse par rapport au niveau où il est actuellement. Il n'y a pas d'accélération d'inflation. Il y a une difficulté quand même, et pour les exportateurs, c'est un élément qui change radicalement dans l'environnement, c'est qu'on est probablement entré dans une vague forte de dépréciation du dollar. La dépréciation du dollar, c'est un levier de politique économique important que peuvent actionner les Américains. Et on est rentré dans la 4e grande phase de dépréciation, en tout cas c'est le pari que l'on effectue, on est rentré dans la 4e grande phase de dépréciation du dollar depuis la fin du système Bretton Woods. En 1971, il y a eu 4 grandes phases qui durent en général 6-7 ans. C'est un recul d'environ 30% du taux de change effectif du dollar, donc le taux de change contre toutes les monnaies, pas seulement contre l'euro, mais contre toutes les monnaies. Actuellement, ça fait 1 an que le dollar a commencé à se déprécier. Il s'est déprécié de 7 à 8%. Donc si on réplique, là encore, je vous dis, les économistes n'ont pas d'imagination, ils regardent dans le rétroviseur pour savoir ce qu'il y a dans le pare-brise, ce qui fait aussi un strabisme assez important. Mais bon, ça va, on arrive à vivre avec ça. Donc si on réplique un peu l'ampleur et la durée des dépréciations passées du dollar, il y a encore 20% de dépréciation à imaginer. Et ça va compliquer radicalement l'équation pour aller se projeter à l'extérieur. C'est une vraie difficulté que l'on va avoir à gérer. Pourquoi est-ce qu'une dépréciation peut se prolonger? Eh bien parce que déjà, il faut se rappeler que les 2 dernières réformes fiscales d'importance qui sont intervenues aux États-Unis, c'est 85 et c'est 2003. Regardez les dates auxquelles ont commencé les précédentes vagues de dépréciation du dollar. La dépréciation du dollar est un outil de politique économique de relance pour l'économie américaine. L'économie américaine est une économie également qui se déséquilibre de plus en plus, qui va avoir un déficit budgétaire croissant, donc un besoin de financement de plus en plus important, qui va déprécier la valeur des titres, en dollars. Le niveau auquel on se tient est pour l'instant un niveau à peu près d'équilibre. On est à 1,24. 1 euro égale 1,24 dollars. Pour donner un ordre de grandeur, le taux qui fait que vous avez qu'une heure de travail dans l'industrie vous coûte la même chose en zone euro et aux États-Unis, c'est 1,20. Donc vous voyez qu'on est passé un peu au-delà, on est passé dans une zone où ça devient, on est surévalué du point de vue de ce critère de la parité des coûts salariaux dans l'industrie. Pourquoi dans l'industrie? Parce que c'est le secteur qui est confronté au premier chef par les enjeux de compétitivité. En revanche, il y a un autre paramètre à regarder, c'est 1,31. Ce paramètre, c'est la parité des pouvoirs d'achat. Ce qui fait qu'en ayant une unité monétaire en poche, vous pouvez acheter la même quantité de biens, que vous soyez aux États-Unis ou que vous soyez en zone euro. La parité des pouvoirs d'achat. Une unité monétaire vous permet d'acheter la même quantité de biens. C'est quand on se situe à 1,31 que là, on est à cette parité. Donc il y a encore une marge. On est plutôt encore un peu sous-évalué du point de vue de cette parité des pouvoirs d'achat en étant actuellement à 1,24. Donc la force de rappel de cette parité de pouvoir d'achat, le creusement des déséquilibres américains, l'importance de la monnaie comme levier de politique économique, ce sont ces 3 éléments qui, de notre point de vue, devraient conduire à ce que cette vague de dépréciation du dollar, qui s'est amorcée début 2017, vienne à se prolonger. Les écarts de taux d'intérêt, en plus, ne se creusent plus entre la zone euro et les États-Unis. Donc voilà, bon, là, ce sont des chiffres de croissance qui sont purement théoriques, hein, et puis vous voyez que j'ai pas pris le temps de les réviser. Donc c'est pas un 8, mais c'est un 9. Et compte tenu du 1,9 que l'on a ici, on va faire à peu près la même croissance sur 2018, si tout se passe bien, du côté des prix. Parce que la grosse inconnue, on est actuellement dans un moment qu'on ne sait pas bien analyser. On est dans un moment où on aurait déjà dû avoir une accélération très forte des prix. Alors pardon, là je vais faire un peu mon pédant, je suis désolé. Voilà, ici c'est la courbe en trait bleu, elle représente où se tient l'économie américaine.
En fait, quand on essaye d'apprécier le moment, dans le cycle économique, on essaye d'apprécier quel est le niveau d'activité d'une économie par rapport à ce qu'elle est capable de produire. Donc c'est ce que l'on appelle le PIB potentiel. Quel est le potentiel de niveau d'activité qu'a une économie? Ce potentiel, il est apprécié par le fait qu'une économie, comment est-ce qu'elle produit? Elle produit parce qu'elle mobilise du travail, elle mobilise du capital, et elle est de plus en plus efficace dans la combinaison du travail et du capital. Donc c'est l'observation de ces quantités, travail, capital, et de cet effet de qualité, gain de productivité, qui vient de l'innovation, qui vient d'un meilleur management. Ce sont ces éléments qui font que vous avez un niveau potentiel d'activité. Ça, c'est le théorique, et ce théorique, on le compare au niveau observé. Et quand on est dans une zone où on repasse au-dessus de la ligne de zéro, vous voyez, la ligne de zéro, donc on vient de passer, les États-Unis ont aujourd'hui un niveau d'activité qui est supérieur à leur niveau potentiel d'activité. Ils le sont depuis très peu de temps. Mais dans ces périodes-là, ce que l'on a toujours constaté par le passé, c'est que les salaires suivaient exactement ce que vous disiez tout à l'heure. On sent bien que les hauts potentiels, faut les rémunérer encore un petit peu plus parce que c'est beaucoup plus difficile de les recruter. Donc on va augmenter les salaires. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans le cas des États-Unis. Enfin, c'est ce qui se passait tout le temps dans le cas des États-Unis. C'est que quand on est dans ces phases, vous voyez, quand on est dans ces phases où on a un niveau d'activité supérieur au niveau théorique, ici, eh bien vous avez des phases d'accélération des salaires, la courbe en trait orange qui se réfère à l'échelle droite, sauf sur la période récente. Il n'y a pas d'inflation salariale. Et donc on est dans un moment où on peut produire à plein, et les États-Unis sont à un taux de chômage qui est extrêmement bas, et il n'y a pas d'inflation qui se manifeste. C'est ça qui crée un peu une certaine léthargie, où on a l'impression que la croissance est là, et en plus, elle n'exerce pas de conditions de rappel. Il n'y a pas d'inflation, donc tout va bien, c'est parfait, on peut continuer, allez, on y va à fond. Ah oui, mais il y a un moment où l'inflation, c'est un peu comme le ketchup. Vous secouez, et puis à un moment, ça sort. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas bien à quel moment ça va commencer à sortir du ketchup. Et surtout, on a complètement changé de paradigme en termes de politique monétaire. Là encore, je ne vais pas faire de l'histoire longue, mais en 2004, vous aviez le banquier central, enfin le directeur de la Fed, Alan Greenspan, qui déclarait « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Donc, en gros, on était dans le règne de l'hyper-secret. Dans la politique monétaire, il fallait ne surtout pas communiquer et prendre les marchés par surprise. Donc voilà le moment dans lequel on se situait il y a 12 ans. On est maintenant passé dans la période de l'hyper-transparence. En gros, on sait à la seconde près à quel moment la Banque centrale américaine va relever ses taux, on sait dans quelle ampleur elle va réduire la taille de son bilan, et donc on est complètement dans ce balancier. Ok, très bien, ça s'appelle ce que l'on appelle désormais la forward guidance, l'anticipation par les marchés des décisions que prendront les banquiers centraux qui permettent un peu de caler les anticipations. Donc on a vraiment basculé dans ces deux temps. Sauf que quand on ne sait pas sortir, on ne sait pas ce qui va se passer le jour où il y aura une surprise. Le jour où la Banque centrale américaine va devoir, parce que constatant l'effet ketchup, elle va devoir réagir beaucoup plus rapidement que ce qu'elle a annoncé en termes de dynamique de politique monétaire. Donc comment vont réagir les marchés qui à ce moment-là vont vraiment se rendre compte que les politiques monétaires sont en arrière de la main, sont en retard par rapport au déroulement du cycle économique et que les politiques américaines et que les politiques monétaires devraient beaucoup plus se durcir que ce qu'elles font actuellement. Je vous rappelle que dans le cas de la zone euro, on en est pour l'instant à discuter de la réduction de la taille des achats que fait encore la Banque centrale européenne. On n'est pas encore dans une période où on réduit l'impulsion que l'économie, on réduit l'impulsion que l'économie que la Banque centrale apporte à l'économie de la zone euro. On est encore dans une période où la zone euro stimule par l'augmentation de ses achats l'économie en tirant vers le bas les taux d'intérêt par l'intermédiaire des achats de titres. Donc il n'y a pas d'inflation, il y a 10 000 explications qui sont bien connues, il y a des explications qui sont démographiques. Par exemple, aux États-Unis, pour vous donner à peu près mon niveau en mathématiques, je vais vous infliger un calcul très simple. Le baby-boom aux États-Unis, c'est 1952. L'âge moyen de départ à la retraite aux États-Unis, c'est 65 ans. Ça vous amène à 2017. À 2017, on est en train d'entrer dans le moment où il y a les cohortes nombreuses des baby-boomers qui sont en train de sortir du marché du travail.
Donc ces cohortes nombreuses sont remplacées qui ont des salaires plutôt élevés, sont remplacées par des plus jeunes qui ont des salaires plus faibles. Évidemment, ça existe en tout temps. Mais on est actuellement dans une période très particulière où ces cohortes sont extrêmement vastes. Ce sont les cohortes issues du baby-boom. Donc on est dans un moment qui est très particulier, qui explique pourquoi il n'y a pas d'inflation salariale. Vous avez les phénomènes d'innovation technologique, les phénomènes de mondialisation, et puis le bargaining power, enfin la puissance des syndicats qui a réduit. Ce sont les éléments qui expliquent pourquoi il n'y a pas d'inflation salariale. Et puis la politique monétaire qui a peut-être perdu un peu en crédit. Est-ce qu'il n'y a pas d'inflation salariale ? 2018, c'est l'année du test. Parce que voilà où on est en termes de chômage aux États-Unis, pris dans un sens très large. Voilà où on en est. Donc on est exactement revenu au niveau que l'on avait en 2005-2006. Donc les moments où on était au point haut du cycle économique. De l'inflation salariale, il y en a, mais elle est très localisée dans les espaces où il y a des tensions, très clairement. Ici, c'est le ratio entre le salaire moyen d'un informaticien et le salaire moyen de quelqu'un qui travaille dans le commerce de détail. En gros, donc c'est un rapport de 3,5. On était dans un rapport de 3,5 pendant 10 ans. Regardez l'accélération qui s'est produite. 70% d'augmentation des salaires des informaticiens, 10% pour les salaires dans le commerce de détail. Donc il y a des espaces de tension et qui sont des espaces de déséquilibre. Ça renvoie aussi, c'est un des éléments qui participe à la courbe de l'éléphant. Peut-être en avez-vous entendu parler, la courbe de l'éléphant qui montre la distribution des richesses. C'est-à-dire que vous avez un peu d'augmentation des richesses qui se fait au bas de la distribution des revenus. Vous avez surtout beaucoup d'augmentation des richesses qui se fait dans le haut de la distribution des revenus et qui est un enjeu des inégalités qui est fondamental si on veut comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Puis il y a un autre élément qui change dans l'environnement économique, c'est que la Chine était un facteur de désinflation. La Chine est en train de devenir une exportatrice d'inflation. Donc depuis 1 an et demi à peu près, vous avez une augmentation des prix dans l'industrie en Chine. Donc ce sont sur des biens qui s'exportent et ça vous change quand même radicalement l'environnement. On n'est plus dans ce moment où la Chine exportait de la baisse de prix, mais elle exporte désormais de la hausse de prix. Et puis, dernier point, le prix du pétrole qui est orienté à la hausse, mais dont on ne voit pas tellement une forte accélération. Donc voilà, le diagnostic, c'est ça peut continuer, mais ça peut déraper, et de notre point de vue, le quart d'heure est en train de se rétrécir. On est quand même en train de rentrer dans les espaces où les tensions sont fortes. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans le cas de l'Allemagne, 30% des entreprises qui ne peuvent pas augmenter leur production dans les services, 26% dans l'industrie. Au Royaume-Uni, vous avez 59% des entreprises qui déclarent travailler à pleine capacité. On n'a jamais vu cette proportion depuis 30 ans. En France, vous avez plus d'entreprises qui sont confrontées à des difficultés d'offres qu'à des difficultés de demande, donc des difficultés à produire plutôt que des difficultés de demande. Donc on entre dans ces zones de tension, les délais de livraison s'allongent. Attention, le quart d'heure se rétrécit. Puis, je voulais évoquer peut-être très rapidement un point qui me semble tout à fait important. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'importance de l'international. Je pense qu'on ne prend pas assez conscience de ce qui s'est passé depuis 2001 et l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est le basculement majeur des poids économiques. Mais ce basculement, il reflète aussi des dynamiques économiques qui se transforment. La Chine, en 2017, elle a généré à l'échelle mondiale 2 fois plus de croissance que n'en ont apporté les États-Unis et la zone euro ensemble. C'est-à-dire quand vous regardez la masse d'augmentation de l'activité en Chine, eh bien cette masse est 2 fois plus importante. Le sillage, j'avais dit que je ne ferais pas de métaphore marine, mais le sillage du bateau, du paquebot chinois est 2 fois plus important que le paquebot réuni des États-Unis et de la zone euro. Donc la croissance, 40% de la croissance mondiale sur 2017 s'est effectuée dans la seule Chine. Enfin sur un petit peu moins de 40%, 35% pour être plus précis, s'est effectuée dans la seule Chine. C'est quelque chose qui est clé. Et la Chine est une économie qui a un défi énorme, qui est celui de devenir riche avant de devenir vieille. Et ce moment-là vient très vite. Voilà, regardez, 2015. 2015, c'est le point haut. C'est le point haut de la proportion des personnes d'âge actif dans la population chinoise. À partir de 2015, cette proportion va reculer dans des ordres de grandeur assez importants. Et en corollaire, c'est l'augmentation de la part des personnes âgées de plus de 65 ans. Donc en gros, on va se retrouver, ils ont exactement le même défi que le Japon, mais 30 ans plus tôt,
c'est gérer cette phase extrêmement accélérée qui fait que vous avez ici en 2010, en 2015, ici vous avez 7 actifs pour une personne de plus de 65 ans et dans 25 ans, ils seront à 2,5. Donc ils ont à gérer cette transition. Comment est-ce qu'on gère cette transition quand on est une économie? Et toute la politique chinoise doit s'envisager par rapport à cette équation, par rapport à cette difficulté. Comment est-ce qu'on doit lire, enfin c'est la manière dont je le lis, hein. Après évidemment on peut en débattre bien entendu, la Chine, et ça va avoir une influence importante sur la vie de vos entreprises. La Chine, elle a un enjeu, donc devenir riche avant d'être vieille. Elle a créé les conditions de la captation de richesses en donnant des flux de revenus à une population qui était d'âge actif. Et ça, c'est toute l'histoire de la Chine de 90 à aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une population, la population qui croît, c'est une population d'âge actif, et donc je dois lui donner les conditions d'avoir de quoi produire. Donc j'emploie un maximum cette population. Maintenant, cette population, elle est en train de passer dans la période où elle va devoir avoir d'autres sources de revenus, non plus des revenus de production, mais des revenus tirés de la rente. Eh bien, ces rentes, il faut se les construire, et il faut se les construire en devenant non plus une économie exportatrice de biens, mais une économie exportatrice de capital. Et donc la Chine est en train de se redéployer, elle était une exportatrice de produits, elle devient une exportatrice de capital, et ça répond à ses besoins fondamentaux, qui est d'assurer à une population qui vieillit les conditions de sa subsistance. D'autant plus que cette population qui vieillit, il ne faut pas oublier qu'elle a un seul enfant. C'est une population qui a eu la politique de l'enfant unique. La première des solidarités qu'il y a dans toute société, c'est la solidarité familiale. Celle-ci ne peut pas s'exercer en Chine. Vous ne pouvez pas faire vivre une solidarité sur une seule personne. Donc vous avez besoin de construire des filets sociaux, et ces filets sociaux, c'est de générer des flux de revenus, non plus tirés uniquement de la production, mais tirés de la détention. Donc la Chine, elle commence à exporter du capital, et ça va continuer. Et ça va continuer, et ne soyez pas surpris si vous voyez de plus en plus toquer à la porte des apporteurs de capitaux chinois pour toutes les entreprises de qualité. Bon, si vous n'en voyez pas, posez-vous peut-être des questions. Mais en tout cas, CO Rexecode est une association, donc moi, je n'ai pas ce problème. Donc, on va avoir de plus en plus la montée au capital des entreprises chinoises. Et puis, la Chine, bon, ce n'est pas seulement un exportateur de biens de basse qualité. La Chine, ça, c'est un graphique qui s'arrête à 2013. La Chine, c'est une économie qui faisait, dès 2013, autant d'efforts de recherche et développement que n'en fait l'Union européenne réunie, en masse cumulée. Donc, ce n'est pas totalement anodin. Je passe peut-être sur les États-Unis, parce qu'il y a un problème qui est un problème de croissance, un problème de contenu de croissance. Il y a aussi un problème d'activité, de taux d'activité. Les taux d'activité sont très faibles aux États-Unis, sont effondrés, et ils sont effondrés notamment dans les endroits où il y a développement d'addiction, et développement d'addiction notamment à la drogue. Alors enfin, j'en viens à l'économie française, et donc voilà, l'économie française, je vous ai dit, maintenant on me demande de freiner les enthousiasmes sur l'économie française, et de dire en général, en tout cas quand on s'adresse à des étrangers, de faire une présentation un peu plus balancée. Donc l'économie française, du point de vue de la conjoncture, tout va bien. Voilà, on a enfin rattrapé la zone euro. Vous voyez qu'on a eu plusieurs années consécutives pendant lesquelles on était en retard sur la croissance de la zone euro, alors qu'on a une dynamique démographique qui est plus forte que celle de la zone euro, et pour autant, on avait moins de croissance que la zone euro. C'est pas logique, on devrait être au-dessus. Oui, mais pendant plusieurs années, on a été en dessous. Le même graphique que pour la zone euro tout à l'heure, les opinions sur le climat des affaires, dans quelques secteurs que ce soit, sont au zénith. Les créations d'emplois, elles sont là. Voilà les créations d'emplois dans le secteur marchand. Vous voyez l'accélération très forte qui s'est produite. Hein, donc, en gros, 1 million, non pas 1 million, je vais modérer les enthousiasmes, 500 000 emplois en l'espace d'1 an et demi qui se sont créés, sans qu'il y ait pour autant une forte baisse du chômage. Surtout, le point très positif, c'est que l'investissement est au rendez-vous. Et même quand viennent à l'arrêt les mesures type suramortissement, bien l'investissement continue de progresser. Donc c'est vraiment une tonalité qui est très positive. Les marges des entreprises, c'est mieux, mais voilà, c'est mieux que là. Ce n'est pas extraordinaire pour autant. Et surtout, les marges, ça c'est un taux de marge. Donc la proportion de l'excédent brut d'exploitation, enfin du résultat d'exploitation, sur l'ensemble des valeurs ajoutées dégagées par les entreprises. Ça s'est redressé, mais on n'est pas à des niveaux qui sont stratosphériques par rapport à ce que l'on pouvait connaître par le passé. Ça va mieux, mais surtout l'amélioration, elle tient à des phénomènes exogènes, baisse du prix du pétrole,
CICE, pacte de responsabilité, qui ont aidé à rétablir les marges. Mais on voit que dès qu'on enlève ces béquilles, il n'y a pas tellement d'éléments d'entretien de la remontée des marges. Puis surtout, on en a déjà beaucoup parlé, les difficultés d'offres. Vous voyez, donc on est dans cette circonstance très particulière où il y a plus d'entreprises dans le secteur industriel qui ont des difficultés à produire que d'entreprises qui sont confrontées à une insuffisance de demande, la courbe en trait orange. C'est vrai de l'industrie, c'est vrai des services également. Donc c'est quelque chose qui est très partagé dans l'ensemble des secteurs. C'est donc des difficultés de recrutement. Vous en avez ici l'illustration. Dans le bâtiment, on est à 60%. Le secteur qui a les plus grosses difficultés de recrutement, c'est le secteur des transports. Et n'imaginez pas qu'en vous tournant vers l'intérim, vous allez résoudre vos difficultés, puisque les boîtes d'intérim ont elles-mêmes 40%, enfin 40% d'entre elles se déclarent aussi confrontées à des difficultés de recrutement. Donc on est sur quelque chose qui est très généralisé, qui vaut pour tout type de métier. Quelle réponse face aux difficultés de recrutement? Les réponses de très court terme, j'augmente les cadences, j'essaye de faire un peu de gain de productivité. Ça ne dure pas forcément longtemps. J'essaye surtout de changer mes modes de recrutement. Et notamment, on peut le voir sur les CDI. La proportion d'embauche en CDI est à un sommet. Et ça ne date pas des ordonnances. Hein. Ça n'a pas attendu les ordonnances pour monter. Il n'y a pas un effet, il n'y a pas un soufflet qui s'est effectué. Il y a avant tout un problème de difficulté. Et ce graphique qui vaut pour l'industrie, on pourrait faire exactement le même pour le secteur de la construction, pour le BTP. La proportion d'embauche en CDI est à 50% dans le BTP. C'est un niveau qui n'a pas été vu depuis plus de 10 ans. Et puis, où est-ce que l'on va pouvoir aller chercher de la main-d'œuvre? Eh bien, probablement ici. La France est le seul pays d'Europe à avoir eu un écartement de ces deux taux d'emploi. Les deux taux d'emploi, ici, c'est le taux d'emploi. En gros, n'imaginez pas, quand vous allez chercher des personnes qui ont un très bon niveau de formation initiale, vous allez le débaucher. Parce qu'en gros, le taux d'emploi des personnes très fortement qualifiées est déjà au sommet. On ne pourra pas aller plus loin que le 87%, que le 83% auquel on se tient actuellement. S'il y a un problème, c'est véritablement dans le taux d'emploi des personnes les moins qualifiées, les personnes qui ont le niveau de formation initiale le plus faible. C'est là que l'on a un gap qui est monstrueux, qui s'est créé entre... regardez ici, il y avait 20 points d'écart. On est passé à 33 points d'écart en l'espace de 15 ans. On a un problème qui est celui de l'incapacité que l'on a à embaucher ceux qui sont les moins bien formés. Alors évidemment, les réponses, ça passe par la formation, mais ça va prendre du temps face à un problème qui est très immédiat. On ne peut pas attendre des réponses de la formation qui vont apporter des éléments utiles pour contrer les difficultés de recrutement. Il faut le faire, mais ça ne suffira pas et ça n'aidera pas à passer le moment particulier dans lequel on est. Et surtout, eh bien, c'est un problème aussi probablement culturel que l'on a affronté. C'est culturel à la fois pour ceux qui sont les moins formés, puis pour les entreprises, pour nous, comment on doit imaginer embaucher ces personnes. Mais le vivier de création d'emplois, il est véritablement ici. J'ajouterai peut-être quelques éléments. Voilà, sur la compétitivité, le problème, il est là. Il y a un seul chiffre pour résumer cette courbe. En gros, si on était ici, je compare les exportations françaises aux exportations de la zone euro. Donc, je compare les performances de la France à celles d'économies qui travaillent dans la même monnaie que nous. Il n'y a pas un problème de taux de change, ce n'est pas un problème de dollar. Là, c'est vraiment un problème de la France par rapport à la zone euro globale. Donc, en 98-99, on faisait 17% des exportations de la zone euro, ce qui correspond peu ou prou à notre poids économique dans l'ensemble de la zone euro. On n'en fait plus désormais que 12%. Si on était non pas à 12, mais si on était encore à 17, si on était là, il n'y a aucune raison pour que l'on ait reculé. Mais la zone euro, là, j'ai pris une zone euro constante. Hein. J'ai pris comme si la zone euro avait toujours été à 19 pays. Si on était donc à 17 et non pas 12, on aurait 210 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'exportation en plus chaque année. 210 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça vous fait 10 points de PIB. Allez, ça vous fait au bas mot 2,5 millions d'emplois. Voilà, c'est ça qui nous manque par le déficit de compétitivité. Tant qu'on n'aura pas affronté ça, on n'aura rien résolu de nos problèmes fondamentaux en France. D'autant qu'on peut dire que c'est l'industrie, mais c'est aussi dans les services. Les services également ont le même problème. Les échanges de services, les échanges internationaux de services, donc les services de communication, les accueils de touristes, les services d'information de communication, ceux-là aussi sont devenus temporairement négatifs en 2016 et ils le sont redevenus très légèrement positifs, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on pouvait connaître par le passé.
Donc notre problème est un problème d'export, notre problème est aussi un problème, je passe là-dessus, j'y reviendrai le cas échéant dans la discussion, mais j'ai déjà été trop long. Notre problème est également un problème de déficit public. On peut le regarder en se disant, ouais super, on réduit notre déficit public, oui, mais on a un problème de divergence à l'intérieur de la zone euro. Expliquez-moi comment on fait tenir ensemble deux économies dans une entité qui s'appelle la zone euro, deux économies dont les deux éléments du cœur sont en train de diverger autant. En gros, on n'avait jamais d'écart de dette publique entre la France et l'Allemagne. Maintenant, on en a accumulé déjà 30 points en l'espace de 10 ans. Quand vous avez un écart de dette publique de ce type-là, c'est que vous êtes de plus en plus dépendant vis-à-vis de l'extérieur. Vous ne maîtrisez pas votre destin de la même manière selon que vous soyez très endetté ou selon que vous soyez à l'inverse très créditeur, ce qui est le cas de l'Allemagne. Et puis des questions, mais qui renvoient à ce que l'on a dit tout à l'heure, les questions fondamentales que l'on a à traiter à moyen terme, elles sont là. C'est le fait qu'on a un taux d'emploi qui est quand même plus faible que... Alors, ok, c'est plus fort qu'en Italie qu'en Espagne, mais c'est quand même plus faible qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. La durée d'une vie au travail, en moyenne, voilà, c'est 35 ans. C'est une estimation Eurostat, donc c'est jamais que 3 ans de moins qu'en Allemagne. Donc, il y a aussi une mobilisation dans l'emploi qui est quand même plus faible. On aime bien se dire, ouais, la France, lumière des nations, enfin tout ce que vous imaginez, ouais, ok, c'est bien dans les livres, c'est pas vérifié dans les faits. Ici, c'est un niveau de qualification de la main-d'œuvre. On a un véritable problème de qualification de la main-d'œuvre d'une manière générale. Que vous soyez bien formé ou pas, initialement, que vous soyez très qualifié dans votre job ou pas, que vous soyez un junior ou que vous soyez un senior, sur toutes les catégories, la capacité, enfin l'appréciation de la capacité de la population d'âge adulte de traiter, d'avoir une capacité d'expression bonne, une capacité à traiter des problèmes plutôt efficace, eh bien cette capacité est plus faible en France que dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Elle est plus faible qu'en Allemagne. En gros, on est au même niveau de qualification de la population d'âge adulte que ce que l'on connaît en Italie et en Espagne. En gros, cet indicateur, c'est l'indicateur PISA, dont vous avez certainement entendu parler, l'indicateur qui essaye d'apprécier le niveau des élèves, mais pour les adultes. Donc n'imaginez pas que les élèves dont on sait qu'ils sont un peu en retard par rapport à l'ensemble des pays européens, que d'un seul coup, parce qu'ils deviennent adultes, se révèlent comme étant extraordinairement bons. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, ce n'est pas le cas de vos enfants, évidemment. Mais, ni des miens non plus, quoique. Mais globalement, voilà, notre problème, il est là. Il faut arrêter de se regarder le nombril. Oui, on a un problème de qualification. Et c'est vrai de toutes les catégories. Et puis, dernier point, on a quand même aussi des niveaux élevés de prix. C'est-à-dire qu'on a 10 points de niveau de richesse par habitant qu'il n'y en a en Allemagne. Et on a pourtant des niveaux de prix qui sont plus élevés que cela n'est le cas en Allemagne. En gros, le niveau de prix en France est supérieur de 4% au niveau de prix qu'il y a en Allemagne. 3 éléments qui l'expliquent. Les coûts salariaux sont quand même plus élevés, non pas parce que les salaires sont plus élevés en France qu'ils ne le sont en Allemagne. Vous voyez ici, en gros, le coût horaire du travail, c'est 36,7 € en France, c'est 34,7 € en Allemagne, tout secteur confondu, mais pour des salaires qui sont inférieurs, ce qui fait évidemment la différence, même après le CICE, même après le pacte de responsabilité, ça se tient au même endroit. Il y a un autre élément qui nous distingue, qui entre à hauteur de 3 points de PIB, qui représente 70 milliards d'euros chaque année, c'est ce que l'on appelle la fiscalité de production. Toute la fiscalité que vous avez à payer en tant que responsable d'entreprise, avant même que vous n'ayez dégagé du résultat. Donc que vous fassiez du résultat ou pas, vous savez que vous avez un certain nombre de taxes qui vous tombent dessus. Et quand vous cumulez toutes ces taxes, eh bien on se rend compte que cette fiscalité de production, ça représente 70 milliards d'euros, 3 points de PIB, quand on se compare à l'Allemagne à taille comparable. Et puis, il y a un niveau de concurrence qui est quand même un peu plus faible en France qu'en Allemagne. Alors évidemment, nous avons élu un super président qui va tout résoudre. Mais vous connaissez de toute façon les réformes aussi bien que moi, simplement pour vous les rappeler. Donc les réformes que l'on a, qui vont traiter sur des baisses de prélèvements, mais dont on voit bien que l'angle compétitivité n'est plus vraiment en cours, n'est plus très bien en cours du côté de l'équipe Macron. Pendant la campagne, je vous disais donc qu'on s'était confronté à l'équipe Macron, et on avait fait une évaluation du programme électoral de Macron, et bon, il ne l'avait pas trop aimé. Voilà, enfin,
on avait été très mal poli, on avait soulevé le tapis, on avait regardé ce qu'il y avait dessous. Il y avait un peu de poussière. Et donc on a été mal poli en disant « Oh !» Voilà. Et donc l'équipe Macron nous a dit, notamment sur la compétitivité, ils considèrent que tout a été fait en matière de coûts et que désormais il faut passer à d'autres leviers pour améliorer la compétitivité, des politiques d'innovation, des politiques de formation qui vont résoudre les problèmes. Oui, d'accord, évidemment, mais ça répond à moyen terme. Et il y a quand même toujours un problème de coût qui perdure. Et de ce point de vue, il n'y a pas de nouvelles mesures en matière de coût qui sera favorable à l'amélioration de la compétitivité de l'économie française. Après, tous les éléments que vous connaissez sur la trajectoire budgétaire, on a quand même une question, c'est que pour l'instant, il y a 60 milliards qui étaient annoncés. On en a vu aller pas du tout dans le projet de loi de finances, ou alors 1 milliard à peu près de baisse de dépenses publiques. Or, on a quand même un problème qui est très spécifique et pour l'instant, tout est renvoyé à un comité d'action publique 2022 qui va nous sortir les recettes miracles. Mais bon, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Ce qui a bougé, et il y a quand même eu un engagement de capital politique très important sur la réforme du Code du travail, et également sur la réforme de la fiscalité du capital, qui était une totale hérésie telle qu'on l'a pratiquée en France. On était dans une hérésie dans le sens où vous pouviez payer plus d'impôts sur le revenu du capital que vous n'aviez de revenus. Donc on n'est quand même pas loin du non-sens économique le plus absolu qui soit. Donc ce qui a bougé, c'est évidemment les ordonnances sur le Code du travail, mais bon, vous les connaissez, vous connaissez les idées principales qu'il peut y avoir, donc avec la décentralisation de la négociation. L'autre élément, avec un coût des licenciements qui devient un petit peu plus prévisible. J'ai simplement rappelé, évidemment, les slides sont à votre disposition. Donc je les laisserai pour distribution pour ceux que cela intéresse. Et puis les étapes suivantes, les réformes qui sont en cours, réforme de la formation professionnelle, avec un effort accru sur les non-qualifiés et les chômeurs. Là encore, réponse au moyen terme à un problème de court terme, qui est vraiment ce problème de tension sur les difficultés de recrutement et qui risque de nous fragiliser. L'assurance chômage, le projet de loi Pacte, donc sur le rôle social en gros de l'entreprise. Et puis les réformes des retraites, qui est quand même quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Mais les réformes des retraites, il y aura un déséquilibre qui va se manifester et ce n'est pas les propositions de réforme d'introduction d'une retraite par points qui vient résoudre les problèmes de déséquilibre du système de retraite que l'on aura d'ici 2022. Donc il y a pas, pour l'instant, on n'a pas quelque chose qui est dans le paysage, qui est évoqué du point de vue des retraites, mais ne soyons pas surpris s'il arrive à un moment ou à un autre, ce qui a toujours été le facteur de fragilisation de beaucoup de gouvernements, à savoir donc cette réforme des retraites. Et puis, sur le logement, sur la construction, on est pour l'instant notamment sur des assouplissements de freins réglementaires. Alors ici, c'est un tableau qui est totalement habitable. Je tiens à m'en excuser. Pardon aussi pour le terme utilisé, je m'en rends compte. Mais bon, on est entre gens de bonne compagnie. On a quand même essayé d'évaluer. Oui, au total, les réformes Macron sont des réformes qui sont positives. En gros, ce que l'on peut attendre des réformes, on a essayé de faire un travail de chiffrage. Ce que l'on peut attendre des différentes réformes, et notamment la réforme du Code du travail, la réforme de la fiscalité du capital, c'est un surcroît de niveau potentiel d'activité. Ce que j'évoquais, le niveau potentiel d'activité, donc le fait qu'on va pouvoir libérer un peu plus d'énergie, investir un peu plus et imaginer des gains de productivité un peu plus forts, ça va nous donner 1,2 points de niveau d'activité en plus. On a estimé qu'on pourrait arriver à 0,5 points de croissance potentielle en plus. Actuellement, la croissance potentielle, enfin la capacité de croître qu'a l'économie française, c'est en gros 1%. Notre rythme potentiel de croissance, c'est 1% actuellement. Si on arrive à déverrouiller quelques corsets que l'on s'est donnés, on peut imaginer arriver à 1,5, 1,6, 1,7 de croissance. Ce sera déjà pas mal. On fait 1,9, on est au-dessus du rythme de croissance. N'imaginons pas que l'on soit d'ores et déjà capable de soutenir durablement ce rythme. C'est très bien, prenons-le. On a 2 bonnes années. Mais 2016, c'était 1,1, c'était notre potentiel. On a eu une bonne année cette année, enfin l'année dernière, on en a une cette année. Voilà, il faut capitaliser dessus. Et restons quand même très vigilants. 2019, si on continue à aller au rythme où on est, on aura quand même des fragilisations qui vont s'installer. Donc, au total, pour résumer sur la France, l'environnement économique est clairement beaucoup plus favorable. Les anticipations sont très positives. Donc, vous avez des chefs, vous êtes
très aspirés, très inspirés pour investir. Il y a même les investisseurs internationaux qui sont très inspirés par la France. En tout cas, dans les déclarations, maintenant, il faut donner quelques preuves. Et puis, il y a les macronomics, enfin, voilà, les réformes Macron seront favorables à la croissance, mais attention, parce que transformer le CICE en allègement de charges, c'est une augmentation du coût du travail, et c'est un facteur défavorable à la compétitivité. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traitées dans les macronomics, notamment la fiscalité de la production, ce que j'évoquais, les 69 milliards, 70 milliards qu'il y a en plus relativement à l'Allemagne, c'est un angle mort, parce que la fiscalité de production, c'est le financement des collectivités locales, et je ne suis pas certain qu'il y ait une grande envie d'affronter le financement des collectivités locales. Le programme de réduction de la dépense publique, voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On ne peut pas dire qu'on ait vu beaucoup d'éléments. Attention à la réforme des retraites. Et puis, on a quand même un enjeu européen. Et on a un enjeu qui est de reconstituer un véritable axe entre la France et l'Allemagne. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de choses. Et puis, au total, voilà, le point de vigilance, il est là. C'est qu'il n'y a pas tellement de raisons pour que spontanément la compétitivité française s'améliore. Or, ça reste et ça restera vraiment notre difficulté qui nous amène plutôt vers le bas quand on se compare à nos équivalences européennes. Donc la détermination, elle doit toujours être portée sur la compétitivité. Ça passe aussi par une attaque du niveau de prix qui est quand même beaucoup trop élevé. Donc les chantiers sont énormes. La détermination, espérons, est au rendez-vous. Merci. Merci Denis Ferrand d'avoir tenu le pari. Les forces, les faiblesses et les défis de la France. On voit bien les questions qui vont nourrir le débat. Alors j'espère que vous avez pris le soin d'envoyer vos SMS à Denis. On va passer tout de suite aux premières questions. Alors le modérateur Philippe Toussaint a dû commencer à sélectionner quelques questions et ça nous permettra peut-être de revenir sur certains points de votre présentation. Allez, première question. Pas de questions? Non. Ah, voilà. Nos fleurons industriels ne sont-ils pas voués à être absorbés par les géants chinois et américains? Alors, les investisseurs étrangers? Non, déjà, ce n'est pas une malédiction d'être racheté par quelqu'un de plus gros. C'est déjà qu'en général, si on vous rachète, c'est que déjà vous avez des compétences. C'est sûr qu'après, quand vous avez toutes les entreprises qui se vendent, là, vous pouvez vous poser des questions. Mais il ne faut quand même pas oublier que les entreprises internationales en France, c'est 1,8 million d'emplois, à peu près. Donc, ça vous fait à peu près 10% de l'emploi marchand qui se trouve dans des sociétés multinationales étrangères. Qu'elles soient d'ailleurs, pour la plupart, elles sont européennes. Ce sont des multinationales européennes qui sont installées. Donc oui, on peut se dire que ça vous fait une capacité de destin, enfin maîtriser votre destin économique plus faible, mais c'est avant tout, enfin moi je veux avant tout voir le côté positif qui est le fait que vous intéressez, c'est que vous avez un capital qui est spécifique, qui est un capital d'innovation, vous êtes capable de vous projeter. Une boîte étrangère ne vous rachètera jamais les canards boiteux. Et en particulier les entreprises chinoises. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un an de cela, j'avais été invité par l'ambassade de Chine. Et ils sont assez cash, les Chinois, hein, ça va vite. Et première question, c'était, dans quel secteur il y a des boîtes françaises intéressantes à racheter? C'était l'ambassade. Hein. Donc c'est pour vous dire combien c'est une détermination qui emporte tout le pays. Et ça dit beaucoup de choses. Allez, que manque-t-il à la France pour atteindre le plein emploi dans les prochaines années? Vos derniers slides de conclusion laissent quelques idées de réponse. Oui, de toute façon, voilà, vous avez compris que c'est l'enjeu de compétitivité. Maintenant, le plein emploi, à quel niveau est-ce qu'il se situe? Et c'est là que l'on a un problème, c'est qu'on voit bien qu'on est à 9 points, enfin 9,3 de taux de chômage. On dit que quoi, c'est 4-5% le plein emploi, c'est ça? Oui, ça devrait être 4-5%. Mais à 9 points de chômage, on est peut-être déjà au taux de chômage structurel. Le taux de chômage structurel qui est le niveau du taux de chômage à partir duquel vous pouvez avoir une accélération de l'inflation salariale. Dès que vous passez en dessous, vous avez une accélération de l'inflation salariale. Et c'est bien l'expression de ce que l'on a évoqué dans la table ronde et de ce que j'ai essayé de regarder, c'est que oui, on a 9 points de chômage et on a déjà ces difficultés. On a ces véritables problèmes, ce problème d'appariement entre l'offre et la demande de compétences. Donc
on saura retrouver le plein emploi qu'à partir du moment où on saura résoudre. Alors, on aura créé un espace de demande par notre capacité à nous projeter, ça c'est la compétitivité, et surtout on aura créé les conditions pour que la production soit au rendez-vous parce qu'on aura résolu véritablement nos problèmes d'appariement entre offre et demande de compétences. C'est un enjeu qui est extrêmement long, qui passe par de la formation, qui passe aussi par des politiques d'inclusion. Il y a tout un levier de population qui n'est absolument pas dans nos radars, auquel le seul type de boulot que l'on promet, c'est d'être chauffeur Uber. Bon, ouais, c'est un problème. On est d'accord qu'il ne faut pas être fataliste, qu'on ne peut pas se résoudre à un taux de chômage à 9%. Non, parce que de toute façon, vous avez des économies comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'était l'homme malade de l'Europe en 2000-2002. Et elle avait un problème où le taux de chômage structurel, là encore, hein, vraiment ceux qui étaient enquistés, c'était un taux de chômage qui se situait autour de 7-8%. Aujourd'hui, l'Allemagne a un taux de chômage à 4%. Elle fait appel à des migrants en veux-tu, en voilà, de manière échevelée. C'est ça aussi qui lui permet de continuer à produire quand bien même elle a un vrai problème de main-d'œuvre. Et donc, elle a réussi à affronter cette difficulté. Allez, question suivante. Vos 3 recettes pour s'attaquer à la compétitivité, pour relever le défi de la compétitivité. De toute façon, franchement, le CICE a été un des éléments. Il ne faut pas oublier, le premier élément, ça reste le coût. Oui, il n'y a pas que le coût dans la compétitivité, oui, mais il y a aussi le coût. Non, parce que le CICE, la manière dont on voit bien que le verre était dans le fruit, ou plutôt le verre était dans le nom. Quand vous avez un fusil pour viser 2 objectifs en même temps, vous êtes à peu près certain de rater les 2 cibles. Donc, crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Quel est l'horizon d'un politique? C'est l'horizon de la compétitivité? La compétitivité, c'est quelque chose qui se restaure, qui prend du temps? Non, ce n'est pas cet horizon. L'horizon est un horizon d'emploi. Donc, c'est évidemment, c'est ce que l'on évoque très souvent. Le premier bénéficiaire du CICE, c'est la Poste. L'enjeu de compétitivité pour la Poste, on peut en discuter. Maintenant, il ne faut pas croire que la compétitivité, ça n'est qu'une affaire industrielle. L'industrie, quand elle se projette à l'extérieur, elle embarque aussi les conditions de coût de l'ensemble de l'économie. Donc, on peut baisser le coût du travail dans l'industrie, on peut essayer de le faire donc en augmentant le plafond du CICE, en le portant à 3 points, à 3 fois le SMIC, et non plus à 2,5 comme c'est le cas actuellement. On peut imaginer ce type de recette. Oui, mais quand vous avez l'ensemble de votre économie qui a une structure de coût qui est beaucoup plus élevée, et que cette structure de coût, elle entre dans la formation du prix de production de l'industrie, eh bien vous ne résolvez pas le problème. Et deuxième recette, donc première recette, c'est quand même le coût direct, le coût salarial, c'est un élément qui participe. Deuxième recette, c'est la fiscalité de production. J'insiste là-dessus, mais c'est un élément qui nous est très particulier. Et puis, troisième recette, c'est évidemment des politiques d'innovation qui passent non pas par des grands machins, en tout cas non pas uniquement par des grands machins comme on les invente régulièrement, mais par le fait qu'on sait drainer du capital vers les entreprises efficaces. Alors, ces techniques, essayez de faire simple. Impact de l'explosion d'une bulle chinoise, la bulle immobilière notamment, sur la croissance européenne. Alors, essayons de faire simple. Une bulle immobilière, alors l'impact dépendra quand même beaucoup du degré d'exposition à un risque chinois. On a une explosion de l'endettement chinois, mais qui relève quand même pour l'essentiel d'un endettement qui est localisé dans le système financier chinois, qui reste un système financier encore relativement peu ouvert. Donc on a un risque qui peut rester relativement contenu à la Chine du point de vue financier. La question va passer en réalité beaucoup plus par les canaux réels. Est-ce que l'explosion d'une bulle immobilière chinoise va faire chuter drastiquement la demande en Chine et à ce moment-là, ce sont les exportateurs vers la Chine qui en paieront le prix et non pas par des conséquences de nature financière qui viendraient impacter l'économie. C'est un peu la même chose que ce qui s'était passé pendant la crise asiatique de 1997. Alors, ça me fait marrer parce que je donne des cours dans une fac parisienne. Et il y a quelques jours, donc, j'évoquais à mes étudiants, rappelez-vous la crise de 97. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude. Bon, non mais nous, on va se souvenir. Devant vous, je peux me le permettre. Donc, en 97, vous avez un effondrement, vous avez une crise financière majeure qui intervient en Asie, qui était également une crise du surendettement. Et quelles en ont été les conséquences du point de vue financier sur nos économies européennes? Aucune. En revanche, il y a eu un trou d'air.
Il y a un trou d'air parce que d'un seul coup, quand vous avez la demande de la Corée, de la Thaïlande qui s'effondre, vous exportez moins et donc vous avez un niveau d'activité qui recule. Donc ce sera beaucoup plus un impact qui passera par les flux de commerce extérieur que par une incidence en termes de capillarité financière qui se propagerait dans l'ensemble de l'économie. Mais bien entendu, là, le pire n'est jamais sûr. Allez, une dernière question qui va nous ramener au local. Y a-t-il un modèle isérois vu de la capitale économique qu'est Paris ? Ouais, enfin, je suis aussi un peu régional de l'État. Faites-nous plaisir. Donc depuis l'Isère, bon, évidemment, je vante tous les jours l'Isère quand je suis à Paris. Ça, c'est inévitablement. Enfin, Isérois un jour, Isérois toujours, hein, de toute façon. Mais y a-t-il un modèle isérois ? Je pense qu'effectivement, il se retrouve dans les chiffres du chômage qui sont quand même beaucoup plus faibles ici que ce que l'on peut avoir dans l'ensemble de l'économie française. Y a-t-il un modèle ? Oui, dans la capacité à se projeter, c'est-à-dire que le taux d'exportation de l'économie iséroise est quand même beaucoup plus important que ce que l'on peut avoir dans l'ensemble de l'économie. On avait travaillé un temps avec Emmanuel sur la spécificité de l'économie iséroise. Merci encore, ça va être un exercice tout à fait passionnant. On se rend compte qu'on a un territoire économique qui est un territoire que l'on appelle productif. Vous avez deux types de territoires que l'on peut imaginer. Un territoire qui est de nature productive, un territoire qui est de nature présentielle. Un territoire productif, c'est un territoire qui va aller chercher à l'extérieur des ressources en se projetant à l'extérieur, par sa capacité à exporter. Un territoire présentiel, c'est un territoire qui va attirer des flux de revenus qui vont se dépenser sur son territoire. En gros, c'est un territoire qui va attirer des retraités, qui va attirer des touristes. En fait, le modèle isérois, c'est un modèle qui combine un peu des deux, mais avec une prédominance de capacité productive. Donc on a une économie industrielle qui est là, avec une histoire, surtout parce que l'industrie, la capacité à s'exporter, ça s'enracine dans une histoire économique clé. Et donc on a des très belles entreprises sur la région, enfin vous voyez, Isérois un jour, Isérois toujours, on a des très belles entreprises sur le territoire. Et on ajoute à cela une capacité présentielle, une capacité à attirer du revenu qui se dégage sur notre territoire, ce qui en fait une véritable spécificité. Allez, vous parlez très bien de notre région, donc une dernière cette fois. Parlez-nous du contexte économique grenoblois et de son avenir dans les années à venir. Bon, alors... voilà, Isérois un jour, Isérois toujours. Hein, ouais, mais pas Isérois à l'avenir. Hein. Non, mais là, je vais botter en touche, et puis je pense que la Chambre de commerce a beaucoup plus de choses à dire. Mais non, mais de toute façon, il n'y a pas de mystère. Il ne faut jamais imaginer qu'on se réinvente ex nihilo. Donc... il y a un modèle, enfin il y a un avenir grenoblois, il dépend des racines que l'on a. Donc identifions bien les points forts qui caractérisent le territoire économique. Ces points forts sont toujours à consolider, ils sont aussi à déployer dans d'autres segments. Donc c'est parce qu'il y a une histoire économique, qu'il y a une histoire industrielle forte, c'est ça qui fait la spécificité, me semble-t-il, de ce bassin d'emploi, et c'est là-dessus que se bâtira aussi le devenir de cette économie. Merci Denis Ferrand, merci, on vous applaudit.